Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sensation. Une nouvelle réforme de l'AME est sur le point de passer, l'aide médicale d'État, jugée comme étant un dispositif indispensable pour la santé des personnes vulnérables et des franciliens par les personnels de santé, risque de voir son pouvoir drastiquement diminuer, ce qui révolte une partie des soignants. Pour en parler, je suis accompagné de Renaud Coupry, président de la CRSA, la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est l'AME, s'il vous plaît? Oui, voilà. Alors, l'AME, c'est un dispositif de santé publique qui est destiné à favoriser l'accès aux soins de personnes étrangères en situation irrégulière. C'est un dispositif qui a sa complexité avec des conditions de ressources, de résidence, etc. Et elle ouvre droit donc à une prise en charge, je dirais, assez complète en fait, des soins des personnes qui vont en avoir besoin dans ce cadre très particulier d'étrangers sans papier pour l'essentiel. Voilà. Et que se passe-t-il actuellement? Pourquoi vous, à la CRSA, vous vous mobilisez? Voilà, alors parce que depuis quelques mois et surtout sur la fin de l'année dernière, il a été question de réformer l'AME, mais surtout d'en restreindre les conditions d'application. Là, je ne suis pas là pour faire part d'une position sur la question de savoir s'il est bien ou pas qu'il y ait des migrants qui arrivent en France. Ce n'est pas du tout le sujet, mais le sujet, ce sont les conséquences que peut avoir une réduction de l'accès à la santé par une population ou à une population qui est marquée par une grande vulnérabilité. Et la suppression de l'AME souhaitée par une majorité des élus de droite a été écartée donc, de la loi immigration adoptée par le Parlement le 19 décembre dernier. Pourtant, elle risque d'être réformée en 2024 et de muer en AMU. Pouvez-vous nous expliquer où nous en sommes aujourd'hui et quelle forme prendra potentiellement l'AME? Alors effectivement, le sujet qui était sur la table en fin d'année 2023 a finalement été mis de côté et il peut revenir sur le devant de la scène. En tout cas, le gouvernement s'y est engagé par une autre voie que par la voie parlementaire parce que je pense que ça fait partie d'une part de sujets d'ordre politique assez sensibles, mais comme je vous le disais, moi je ne suis pas là pour m'exprimer sur ce versant-là, et puis d'autre part peut-être aussi d'une préoccupation de l'ordre de la maîtrise des dépenses publiques, notamment dans le monde de la santé, et puis aussi peut-être aussi d'une coordination de politiques européennes sur un sujet comme celui-là. Voilà, moi je trouve qu'il y a une légitimité à ce que le politique s'interroge sur tous les dispositifs qui existent en matière d'action publique. Après ça, nous qui sommes concernés dans le monde de la santé par ce sujet, je pense qu'il est légitime aussi au nom de la voie de la démocratie que l'on fasse part de notre réflexion et de nos préoccupations, éventuellement même de nos propositions sur ce sujet. Et sur un plan plus social, quel impact peut avoir une réforme de ce type? Voilà, alors écoutez, pour vous donner une idée, et c'est pour ça que en Île-de-France, la Conférence régionale pour la santé et l'autonomie s'est exprimée sur le sujet. 55% en fait de l'aide médicale de l'État concerne l'Île-de-France. 218 000 personnes à peu près sont concernées aussi par le bénéfice de ce dispositif. Donc ça représente quelque chose de significatif pour l'Île-de-France, région très marquée par des problématiques de précarité, d'inégalité de santé, etc. Et donc on a estimé que c'était important de se pencher dessus. La deuxième chose, c'est que ces populations-là, donc aujourd'hui, sont des populations qui, du fait de leur précarité, sont souvent marquées par des difficultés de santé. Pas des difficultés anecdotiques, voilà, puisque plus de 50% c'est de la maladie lourde, voilà. Contrairement à ce qui peut être dit par voie de médias, on n'est pas dans du soin de confort, dans du soin subsidiaire, mais on est vraiment dans du dur. Et ces personnes-là, plus on attendra pour les soigner, plus ce sera compliqué et plus le système de santé sera impacté par les problématiques de santé à prendre en charge. Et dans votre communiqué de presse, oui, vous dites que réduire l'accès à l'AME pourrait être dangereux pour la santé des personnes étrangères, mais également pour les Français, notamment du coup, comme vous le disiez, des franciliens. En quoi c'est un danger pour ces derniers? Alors d'une part, comme je vous le disais, c'est que plus on retarde la prise en charge de situations de santé compliquées, plus ça impacte la santé de la personne elle-même, mais aussi le système de santé lui-même.
c'est évident. Et d'autre part, comme ce sont pour une très large partie, pour l'essentiel, des populations migrantes, il peut y avoir des problématiques de maladies qui circulent parce qu'il n'y a pas de frontières pour la santé. Et avec l'épidémie du Covid, on sait qu'il faut être très prudent sur ces aspects-là. Et donc, le plus tôt on prend en charge, le plus tôt on protège l'ensemble de la population. Et est-ce qu'il s'est déjà passé une situation similaire dans un autre pays et qu'est-ce que ça a donné? Tout à fait. Écoutez, en Espagne, en 2012, il y a une politique à peu près similaire de restriction de cette prise en charge des soins de populations migrantes. Et plusieurs années après, ils sont revenus en fait sur cette restriction des droits qui a été mise en place parce que les conséquences étaient plutôt défavorables en termes de santé publique. Et aujourd'hui, du coup, en Espagne, à quoi ressemble la santé publique sur ce point-là, du coup, l'équivalent de ce qu'est l'AME, à quoi ça ressemble aujourd'hui? Je pense que, alors je ne connais pas bien le système de santé espagnol, mais je pense qu'aujourd'hui, alors je vais peut-être décaler un peu le sujet. Là, on a affaire, en fait, et je représente en fait des acteurs qui sont engagés dans le monde de la santé, pas uniquement des professionnels d'ailleurs, mais aussi des usagers du système de santé, des collectivités territoriales, etc., de nombreux acteurs qui sont intéressés par la santé. Pour les professionnels de santé, il y a le serment d'Hippocrate. Et le serment d'Hippocrate, il dit j'interviendrai pour toutes les personnes qui s'adressent à des professionnels de santé, notamment des médecins, j'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité, leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité, etc. Donc il y a ce principe d'accueil inconditionnel de la personne qui se présente à un professionnel de santé. Son histoire, je vais dire, c'est un autre sujet, de savoir pourquoi elle est ou elle n'est pas sur le territoire francilien. Nous, aujourd'hui, quand elle se présente à l'accueil d'un hôpital ou devant un cabinet de consultation, le professionnel de santé aura comme premier devoir et premier réflexe de prendre en charge. Il faut dire que si on prend en charge quelqu'un dont les conditions de solvabilité ont été réduites, le problème n'est pas que pour la personne elle-même. Il est aussi pour le professionnel de santé, qui sera peut-être moins bien rémunéré du soin qu'il aura apporté. Donc voilà, il y a cette préoccupation qui nous a marqués, je dirais, quel que soit d'ailleurs le secteur de la santé, que ce soit le domaine les hôpitaux publics, les hôpitaux privés, ou bien le secteur associatif. Alors, la santé de ville. Au-delà de ce côté social, selon vous, cette réforme, c'est également un non-sens économique. Ne pas soigner les personnes en situation irrégulière ferait perdre plus de sous aux individus comme à la société que le contraire. Alors pourquoi? Parce qu'on peut facilement penser que supprimer l'AME ferait économiser de l'argent à tout le monde, que ce serait une dépense en moins. Oui, alors sur ce sujet-là, en fait, je voudrais faire peut-être deux petits zooms. Le premier, l'AME, c'est à peu près 0,5% du budget de la santé en France. Donc en termes de scandale ou de gabegie, il y a peut-être d'autres priorités. Je pense par exemple que les fraudes aux charges sociales, en gros le travail au noir, etc., qui ne concernent personne bien évidemment dans nos entourages, etc. Je plaisante bien évidemment. Un certain nombre de fraudes ou de mésusages des budgets publics représentent des volumes bien plus importants, 0,5% du budget de la santé, je dirais autour d'1 milliard d'euros, un petit peu moins, peut-être 1 milliard aujourd'hui. Donc il faut beaucoup relativiser le sujet. La deuxième chose, c'est de dire que alors les chiffres sont, il faut les prendre avec précaution, on n'est pas sur des données complètement vérifiées ou tout à fait suffisamment solides, mais en gros, les soins d'une personne qui rentre dans le dispositif de l'AME ne représentent pas en coût par tête des dépenses très différentes du soin d'une personne habitante, usagère, citoyen, qui est sur le territoire national. Voilà, donc on n'est pas non plus dans une espèce de course à l'abîme en termes de dépenses publiques. Et puis ensuite, le troisième point que je voudrais dire là-dessus, c'est que plus on soigne tard, plus ça coûte cher. Merci beaucoup Renaud Coupry d'avoir été avec nous sur Sensation.
Je le rappelle, vous pourrez retrouver toutes les informations concernant la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sur leur site internet crsa.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, je vous donne rendez-vous sur notre site internet et notre application radiosensation.fr.